jury RTL Le Figaro LCI. Invité aujourd'hui, Barbara Pompili, ministre de la Transition écologique. Le débat est dirigé par Benjamin Sportouche. Bonjour à tous et merci pour votre fidélité. Bienvenue dans le grand studio de RTL. Bonjour Barbara Pompili. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui pour votre premier grand jury. À mes côtés pour vous interroger, Marie-Bière Haddad de RTL.fr. Bonjour. Guillaume Roquette du Figaro et Adrien Gindre de TF1 LCI. Bonjour. Vous pouvez bien sûr réagir en direct pendant cette émission sur tous les réseaux sociaux. Hashtag le grand jury. Alors Barbara Pompili, dans l'ordre protocolaire du gouvernement, vous êtes deuxième. Mais on a fini un peu par l'oublier parce que votre parole a du mal à percer, à être entendue depuis votre nomination en juillet 2020. L'a-t-elle d'ailleurs été entendue, cette voix de la France, cette parole de la France, dans la COP26 qui vient de s'achever hier soir dans la douleur? Vous en revenez tout juste d'ailleurs ce matin. Grande déception des associations, de l'ONU et même du président de la COP de Glasgow lui-même, Alok Sharma, qui, on l'a vu, s'est excusé d'un résultat pas à la hauteur de ce qui était attendu, les larmes aux yeux. Est-ce que vous aussi, Barbara Pompili, vous êtes déçue? Je crois qu'il faut essayer de remettre en perspective ce qui s'est passé à cette COP. D'abord, on a un accord. On a le pacte de Glasgow et je peux vous dire que jusqu'à hier soir, ça n'était pas joué. La COP, c'est un instrument de négociation diplomatique. Ce sont des négociations internationales avec près de 200 pays qui sont réunis et qui doivent se mettre d'accord à l'unanimité. On peut avoir un accord, mais un mauvais accord, Barbara à l'unanimité. Pompili. On peut avoir un accord, mais un mauvais accord. Vous savez, moi, en tant qu'écologiste, je ne trouverai jamais qu'on va assez loin. Et clairement, on est arrivé à un compromis qui est un compromis. Un compromis, ça veut dire... Au niveau de l'accord de Paris, par exemple, Barbara Pompili, est-ce que la COP de Glasgow permet de rester dans la ligne des objectifs fixés à Paris? En fait, cette COP, et c'est assez mal connu, cette COP, c'est la COP qui va permettre de mettre en œuvre l'accord de Paris. Parce que depuis 6 ans, il y a des choses qui se sont passées. D'abord, on a les États-Unis qui sont partis juste après l'accord de Paris avec l'arrivée de Donald Trump à la tête des États-Unis, qui sont revenus. Et pendant ce temps-là, il y a eu un temps de flottement dans le multilatéralisme. Et d'ailleurs, je rappelle qu'à ce moment-là, la France a été présente en essayant de maintenir cet esprit de l'accord de Paris, notamment en organisant des One Planet Summit, etc. Là, on avait ce moment important où il fallait qu'on finalise cet accord en mettant en place des instruments pour l'appliquer. Ce qui s'est passé hier, c'est qu'on a enfin installé un marché mondial du carbone. Un marché mondial du carbone, ce sont des mesures très importantes qui vont permettre enfin de rentrer dans le concret. Vous dites, on va pouvoir maintenir le réchauffement à un maximum de degrés, ou même à 1,5 degré, comme on souhaitait le faire au moment de l'accord de Paris? Alors, je ne vais pas vous donner un scoop là-dessus. On ne pourra le faire que si tous les engagements qui sont pris par les pays, il y a des engagements qui ont été pris, notamment grâce à cette COP, soient appliqués. S'ils ne sont pas appliqués, s'ils ne sont pas mis en œuvre, oui, je vous confirme qu'on ne sera pas dans les 1,5 degrés et ce sera très grave parce que plus on augmente la température, plus les conséquences sont directes sur un certain nombre de pays, y compris le nôtre. Mais c'est vrai qu'on ressent un contraste assez violent entre votre propos qui est plutôt constructif en disant on est arrivé à un compromis, on progresse, et puis les propos extrêmement alarmistes des écologistes, mais pas seulement. On pense au secrétaire général de l'ONU disant la catastrophe climatique frappe toujours à la porte, comme si vous ne viviez pas dans le même monde. Je peux vous dire que moi je suis les pieds dans la glaise tous les jours. Mais il ne faut pas confondre les choses. On ne peut pas attendre d'une COP qu'elle mette en œuvre des politiques qui sont en fait des politiques qui doivent être menées par les pays. La COP en France, c'est quoi? C'est la fermeture de nos centrales à charbon. On a fermé les dernières centrales à charbon en France. C'est le développement du vélo, c'est les menus végétariens, c'est toute la politique que nous mettons en place pour rénover nos bâtiments, MaPrimeRénov'. C'est ça, la COP dans la réalité. Du coup, ça ne sert pas à grand-chose, ces grands-messes. Si, bien sûr que ces grands-messes servent à quelque chose. Vous avez là, dans la même pièce, près de 200 pays qui parfois ne se parlent pas, qui parfois sont même presque en guerre et qui se retrouvent ensemble pour essayer de trouver des solutions. Nous avons fait accepter à des pays grands émetteurs comme la Chine, comme l'Inde, qui sont très dépendants du charbon, une mention du charbon dans
dans le texte final, Oui, mais c'est qui une n'était réduction, pas dans les accords de Paris. réduction et pas une sortie du charbon. Je suis d'accord avec vous. Je suis d'accord avec vous. Et Et fait le pleurer revirement. à la tribune le président de la Non, COP. non. Le président de la COP a pleuré parce qu'il y a eu ce revirement de dernière minute Bah oui. qui n'a pas permis de faire des négociations correctes sur ce point précis. Mais le président de la COP, et je peux vous le dire puisque j'y étais hier, est fier que nous ayons réussi à nous mettre d'accord tous. Je rappelle que des COP, c'est un vote à l'unanimité. Il faut que tout le monde se mette d'accord. Les îles Marshall qui sont inondées en ce moment, tous les jours, et la Chine, et les États-Unis, et la France, et la Russie, l'Union européenne, bref, tout le monde doit être d'accord. Donc oui, un texte de compromis, ce n'est pas un texte C'est pas un accord qui est- historique en tous les cas. ce n'est pas un texte qui est le plus ambitieux du monde. Mais par contre, dans la même pièce, on a des pays qui en ce moment ne se parlent pas et qui là se sont parlé pour essayer de trouver les moyens de sauver la planète. Donc on en est encore loin d'avoir sauvé la planète. Mais là, on l'a mis plutôt dans le bon chemin. Mais- Plutôt. Le Plus travail tôt, qui reste plus à tôt, faire, vous dites. le Plus tôt. travail qui reste à faire C'est quand est même énorme. très mesuré, plus tôt. Mais- Oui, mais Alors encore que une la fois, planète brûle, encore comme une fois, dirait Jacques Chirac. encore une fois, s'il n'y avait pas eu cette COP, il faut toujours se dire, s'il n'y avait pas eu cette COP et s'il n'y avait pas eu cet arrangement, il n'y aurait pas eu des engagements de baisser le méthane de 30% d'ici 2030. Baisser le méthane de 30% d'ici 2030 pour ceux qui nous écoutent. Ça veut dire d'ici 2030, l'équivalent d'arrêter les émissions de tous les transports dans le monde, c'est-à-dire les avions, les voitures, Oui, c'est ce que vous dites régulièrement. Alors, vous avez Non, décidé c'est de pas- voir, je vous avez dis pas décidé de voir régulièrement. le verre à moitié plein. Mais Non, revenons- ce que je souhaite, c'est que nous regardions les choses de la manière la plus objective possible. Le combat écologique, il n'est jamais terminé. Mais quand vous avez un certain nombre de pays qui s'engagent à sortir du charbon, à sortir des garanties export du charbon, c'est-à-dire de financer des centrales à charbon, c'est des millions de tonnes de CO2 évitées. Et ça a été favorisé par cette COP. Si vous avez un certain nombre de pays qui s'engagent à financer la déforestation, ça aussi c'est une avancée. Pourquoi les pays, aujourd'hui, les pays justement qui sont les premières victimes du réchauffement climatique, les îles, etc., pourquoi elles ont validé cet accord s'il était si mauvais que ça? Elles l'ont validé parce que dedans, il y a le doublement des financements pour l'adaptation, c'est-à-dire pour aider ces pays à pouvoir simplement faire face aux effets du réchauffement climatique. Parce qu'il y a un début de travail sur le fait de leur permettre de réparer quand ils ont des catastrophes. Donc, ce que je souhaite, c'est bien qu'on remette l'église au milieu du village. Des COP, ce sont des discussions entre tous les pays du monde pour avoir un compromis. Mais Mais justement, après, c'est attendez. l'application par Alors, les Guillaume États qui est Roquette. Revenons importante. à cette situation où la Chine et l'Inde, finalement, refusent d'arrêter le charbon. Vous y étiez. Comment vous expliquez ça? Est-ce que c'est parce qu'ils ne croient pas au danger du réchauffement? Est-ce que c'est parce qu'ils sont prisonniers des lobbies? Est-ce que c'est parce qu'ils n'ont pas d'autres productions possibles que le charbon? Vous avez des pays comme la Chine, mais c'est loin d'être le seul, qui sont très dépendants pour leur mix électrique du charbon. On est, pour la Chine, de mémoire, on doit être à 70% de leur production d'électricité qui est faite au charbon. Nous, vous avez vu ce que c'est quand on ferme nos 4 dernières centrales à charbon? Eh bien, eux, ils ont 6 millions de mineurs qui sont complètement dépendants aussi économiquement de cela. Aujourd'hui, la Chine connaît des coupures d'électricité parce qu'ils font face à une explosion de leur demande, de leurs besoins d'électricité. Ils n'arrivent pas à y faire face, ils rouvrent des Mais centrales comment à vous charbon. n'arrivez pas à les Et donc- convaincre? Enfin, la France et devrait... donc, Beaucoup face disent à la cela- France ne montre pas l'exemple, Barbara Pompili. Et on le voit en Inde aujourd'hui, il y a un nuage de pollution qui fait qu'il y a une partie de la population qui est confinée. Comment se fait-il que la France, qui a piloté la COP 21, qui a montré l'exemple, est incapable d'avoir une impulsion positive? Alors, justement, si, on le fait parce que je crois que face à ces réalités-là qui existent, il faut apporter des solutions. Moi, j'entends beaucoup tout le monde qui cherche des coupables. Moi, je préfère trouver des solutions. On a un des pays là qui était très concerné aussi, qui est l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud, 90% de son électricité, c'est du charbon. C'est des régions entières qui sont concernées. C'est toute une économie qui est basée sur ça. Ça veut dire que le jour où ils doivent passer à des énergies renouvelables ou à des énergies qui sont moins polluantes, ça impacte toute l'économie de leur pays. C'est des populations entières qui vont se retrouver au chômage. Eh bien, plutôt que de dire c'est pas bien, ils sont encore en retard, on a fait avec eux un accord. Je veux prendre une minute, si vous le permettez, sur cette question-là. On a fait avec l'Afrique du Sud un accord
qui est un accord historique, puisque c'est un accord entre l'Afrique du Sud, la France, l'Allemagne, le Royaume-Uni, l'Union européenne, les États-Unis, pas pour parler d'argent en théorie, pour les aider à changer leur économie et justement à sortir du charbon. Puisqu'on parle des pays, pas l'Afrique du Sud, mais vous parliez à l'instant des pays pauvres, Marie-Pierre Haddad. Oui, il y a une promesse qui a été faite de la part des pays riches d'aider à hauteur de 100 milliards les pays qui sont, eux, en voie de développement. Et cette promesse n'a toujours pas été tenue. Pourtant, elle date de 2009. Et l'association Oxfam, qui est présidée par l'ancienne ministre Cécile Duflot, s'en désole. Et vous allez l'écouter, il y a Armelle Lecomte qui vous pose une question à ce sujet. Écoutez-la. À la COP26, les pays riches ont tourné le dos aux pays les plus pauvres en refusant d'augmenter leur soutien financier pour les aider à faire face aux impacts grandissants des changements climatiques. Comment pouvez-vous justifier la position de la France, pollueur historique, aux côtés des États-Unis et d'autres pays de l'Union européenne ? Pourquoi la France, sur ce sujet, n'a pas montré l'exemple ? Alors, il s'avère que si, en l'occurrence, la France a montré l'exemple, puisque la France avait pris l'engagement, dans le cadre de ces 100 milliards, de donner 5 milliards d'euros par an pour justement aider ces pays. Ces 5 milliards d'euros, non seulement on les a mis sur la table, mais en plus on les a augmentés puisqu'on est passé à 6 milliards d'euros. C'est suffisant quand c'est une promesse de 100 milliards ? C'est une promesse. Oui, mais 100 milliards, c'est tous les pays. Hein. Là, la part de la France, et d'ailleurs il y a des experts indépendants qui le disent, nous on fait plus que ce qu'on devrait faire. Mais on va continuer et on va continuer encore. Après, pourquoi les 100 milliards ? Disons-le nous. Pourquoi les 100 milliards n'ont pas été atteints ? Parce que, tout simplement, pendant 4 ans, les États-Unis étaient dirigés par Donald Trump et qu'ils n'ont pas mis au pot. Et donc, si les États-Unis avaient tenu leurs engagements, on les aurait dépassés, les 100 milliards. Donc maintenant, il faut rattraper. Les 100 milliards, on va les atteindre l'année prochaine ou dans 2 ans. Mais quand je vous parlais de l'Afrique du Sud, l'Afrique du Sud, c'est 1 milliard d'euros que donne la France dans un cadre de 8 milliards d'euros de l'accord pour pouvoir aider l'Afrique du Sud à passer aux renouvelables, à passer aux véhicules électriques. On a parlé de l'Afrique du Sud, on va revenir en France parce qu'on ne montre pas toujours l'exemple. Reconstruire son pays, et c'est du concret, ce ne sont pas juste des sommes en l'air. La voie, Adrien Gin. Oui, vous vous rappeliez l'importance et le fait que la France, selon vous, donne l'exemple. Est-ce que vous pouvez nous éclairer sur un point ? On doit sortir de cette ère du tout thermique en termes de voiture et rentrer dans l'ère de la voiture électrifiée. Est-ce que la France est prête à passer au tout électrique ou est-ce que vous souhaitez qu'à partir de 2035, on conserve des voitures hybrides dans lesquelles il y a l'électrique et du thermique ? C'est pareil, là-dessus les choses vont très vite. Je vous rappelle qu'au début du quinquennat, quand Nicolas Hulot a mis dans la loi qu'on arrêterait les véhicules thermiques, la vente de véhicules thermiques en 2040, c'était la révolution. C'était la révolution, tout le monde disait on n'y arrivera jamais, etc. Quelques années plus tard, on est déjà en train de passer le curseur à 2035. Et ce curseur-là, la France le soutient. Toute la question qui fait l'objet de débats au sein de l'Union européenne, c'est est-ce qu'on laisse un tout petit peu de temps en plus pour les véhicules hybrides ? Pourquoi ? Parce que nous avons, nous, une industrie automobile qui est en train de changer à toute vitesse et qui a tout ce qu'on appelle une chaîne de valeur, c'est-à-dire tous les sous-traitants qui doivent suivre derrière. Donc votre position et la position de la France, c'est quoi ? Donc on y va pour transformer notre filière automobile le plus vite possible, mais on a aussi des forges, mais on a aussi des territoires. C'est un peu comme ce qui se passe sur le charbon dans d'autres pays. Donc 2035, c'est trop tôt pour le tout électrique, si je comprends ce que vous dites. C'est 2035 pour le tout électrique. On se demande, on est en train de travailler pour voir s'il ne faut pas qu'on laisse un petit peu de temps pour l'hybride, mais jusqu'à 2040. Est-ce qu'on a du temps Vos anciens collègues d'Europe Écologie Les Verts qui vous entendent ce matin et peut-être d'autres se disent mais on a une ministre de la transition écologique qui nous dit bon, on va prendre du temps, mais tout le monde dit qu'on n'a pas le temps. On ne prend pas du temps, on accélère. Et mes amis d'Europe Écologie, je partage énormément de leurs objectifs. Simplement, il ne faut pas rester... Vous pourriez dire la voiture hybride, on va montrer, on l'arrête aussi en 2035. Il ne faut pas rester dans la théorie. Là, on parle de la vie des gens. Et ce qui me pose problème avec mes amis de ELV, c'est qu'ils restent dans la stratosphère. À un moment, il faut aller voir ce qui se passe sur les territoires. C'est pas les renoncements. Sur les territoires, il faut préparer des territoires où il y a des sous-traitants automobiles à pouvoir passer à autre chose. Concrètement, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il faut planifier sur ces territoires un changement, former les gens,
pouvoir développer de nouvelles industries sur place, bref, faire en sorte que des territoires ne se retrouvent pas comme ce qui s'est passé chez moi. C'est pour ça que c'est un sujet qui me tient à cœur. Moi, j'ai grandi au milieu des mines de charbon qui étaient en train de fermer dans le bassin houiller du Pas-de-Calais. Ces mines de charbon, elles étaient en train de fermer, tout le monde le savait. On n'a pas préparé la suite. Mais Barbara Donc Pompili, on a fermé les mines de charbon, on n'a pas laissé les mineurs tout seuls, mais maintenant, les fils de mineurs, les petits-fils de mineurs, moi je suis petite fille de mineur, eh bien aujourd'hui, ils vivent dans un territoire où on n'a pas réussi à reconstruire mais économiquement justement, le est-ce qu'il ne territoire. faut pas donc et on faire le vit quoi très qu'il en mal. coûte pour le climat? On a fait le quoi qu'il en coûte pour le Covid, personne ne l'a contesté en disant que c'est justifié d'aider. Est-ce qu'il ne faut pas aujourd'hui se dire, on sort de l'argent pour aider ces secteurs, personne ne dit qu'il faut les abandonner, mais pour aller encore plus vite sur le, Mais sur vous le avez climat? raison, et c'est ce qu'on est en train de faire. D'ailleurs, je vous rappelle que le plan de relance, 100 milliards, dont 30 milliards qui étaient consacrés à la transition écologique. Et là, le président de la République vient d'annoncer un plan d'investissement pour être à la hauteur à 2030, qui remet 15 milliards d'euros sur le tapis juste pour faire ces transformations. Parce que ces transformations, elles ne se font pas toutes seules. Ça demande de former, ça demande de préparer des filières, ça demande de préparer des territoires. C'est du Mais vous concret. pourriez faire le quoi qu'il en coûte pour arrêter la voiture hybride. C'est la question que vous pose. Ça en fait partie. Ouais. On n'a jamais mis autant d'argent. On n'a jamais mis autant d'argent sur la transition écologique depuis que je m'intéresse à l'écologie, c'est-à-dire depuis 20 ans. Et on pourrait vous dire On a pareil mis- sur les néonicotinoïdes, on a c'est mis- aussi on des a sujets mis- sur lesquels on repousse en Mm. fait. En disant il faut préparer les transitions, mais les transitions, on prend beaucoup de temps pour les faire. Les néonicotinoïdes, c'est fini. On Ah bon repousse, Ah bon on a repoussé de On 2 n'utilise ans. plus de C'est fini. C'est fini. néonicotinoïdes en C'est France. fini. Pour les betteraves, pour les betteraves utilise- dans Pour votre éviter que, voilà, c'est les produits qui permettaient d'éviter que les betteraves soient attaquées par des parasites. Et ça nuit aux abeilles. Oui, on est à quasiment 100% de néonicotinoïdes qui ont été interdits. Il nous reste 4 ou 5% maintenant qui restent à finir et il nous reste un an et demi pour ces derniers 5%. Donc je veux bien qu'on se dise que le verre n'est jamais complètement rempli. Enfin, là, c'est même pas un verre à moitié vide, c'est un verre quasiment plein. Donc oui, il y a encore effectivement cette question de la betterave qui doit être réglée, mais on a arrêté les Mais sur la néonicotinoïdes en betterave, France. vous êtes incliné. Et on est en train de le Barbara porter au Pompili, niveau alors que ce européen. n'était pas votre conviction, vous avez dû Je- avaler cette couleuvre-là. Je vous rappelle que si on vit dans notre bulle et si on ne regarde pas ce qui se passe ailleurs, ça ne sert à rien. Ce qu'on est en train de faire maintenant, on va avoir la présidence française de l'Union européenne à partir de janvier. La sortie des pesticides est un des sujets qui va être porté très fort par la France et ça a été annoncé par le président de la République à Marseille. Une dernière question sur la COP26, Oui, Marie-Pierre. pour revenir à l'une des images qui a beaucoup marqué les internautes, c'est le balai de jets privés qui sont venus déposer les participants de la COP26. Donc les internautes étaient un peu sidérés de voir que ça se passait. Cette COP26 doit aussi, selon les premières estimations, être celle qui a engendré le plus de pollution par rapport aux autres COP. Est-ce que vous ne trouvez pas que c'est un comble au final ? Vous savez, j'en ai entendu parler évidemment de ces affaires de millionnaires ou de milliardaires qui venaient. Avec toute leur délégation. Moi, Enfin, c'est des chefs d'État, je tout suis dans un simplement, pas état des d'esprit milliardaires. assez simple vis-à-vis de ça. Si nous avons des millionnaires, des personnes qui ont besoin de dépenser de l'argent et qui ont envie de dépenser de l'argent pour quelque chose, je préfère qu'ils le fassent pour le climat. Même s'ils Et- polluent. Mais je pense que ce qu'ils vont apporter, si les financements, évidemment, sont suivis d'effets, aura beaucoup plus d'effets que ce qu'ils ont fait avec leur jet privé, même si, évidemment, j'aurais préféré qu'ils prennent un avion de ligne, ça aurait été mieux, effectivement. Vous avez pris un avion de ligne pour rentrer? Évidemment. Barbara Pompili. Bon, au moins c'est dit. On passe au nucléaire, puisqu'Emmanuel Macron a donc annoncé mardi que la France allait relancer un programme nucléaire et construire de nouveaux réacteurs sur son sol. On n'a rien compris, Barbara Pompili, sur les projets du président de la République. D'ailleurs, vous en étiez informé de cette annonce? Parce que Oui, elle a bien sûr. surpris tout le monde. Alors, très bien. Quel type de centrales nucléaires vont être construites? Est-ce que ce sera des EPR? Oui, alors j'ai bien entendu que tout le monde se focalisait sur cette question. Mais vous le dites vous-même, on n'a rien compris. Parce que justement, quand on prend par le petit bout de la lorgnette, on ne peut pas comprendre l'enjeu. L'enjeu que nous avons aujourd'hui, et en tant que ministre de l'Énergie, moi, c'est primordial, c'est deux choses. C'est d'abord baisser notre consommation d'énergie pour baisser nos émissions de gaz à effet de serre, puisque je vous rappelle, la COP21, la On ne va pas COP26, augmenter etc. la production d'électricité. Baisser la consommation, voilà, vous voyez, énergie et électricité, c'est pas la même chose. En France aujourd'hui, les 2/3 de notre consommation d'énergie, ce sont des fossiles. Mhm. C'est du gaz pour chauffer les maisons, c'est le carburant dans les voitures, etc. Donc il faut qu'on baisse absolument cette consommation d'énergie.
Et pour baisser cette consommation d'énergie, vous pouvez le faire de deux manières. D'abord, avec plus d'efficacité énergétique, donc c'est des frigos plus efficaces, c'est l'isolation des bâtiments, ce qu'on fait avec MaPrimeRénov'. Et puis, c'est switcher, faire passer de l'utilisation d'énergie du fossile Mais c'est très vers important ce que l'électrique. vous nous dites, au Du- global, on va baisser la consommation d'énergie. Bien Parce qu'effectivement, vous avez raison, on avait compris l'inverse. On avait compris qu'on allait remplacer le fossile par de l'électrique et qu'on allait, au global, consommer plus d'énergie. On va électrique, consommer mais quand même moins plus d'énergie fossile. Oui. Mais par contre, comme on va passer un certain nombre de consommations sur l'électricité, donc par exemple Donc c'est en une passant forme aux de voitures décroissance électriques, énergétique que vous promettez. oui c'est ça, on baisse notre consommation d'énergie, mais par contre on va augmenter notre consommation d'électricité. Et le c'est terme ça qui est sobriété, c'est nouveau. pas ce qu'on a entendu le plus dans le propos du président de la République. Donc je reviens maintenant, vous avez fait ce contexte-là, on vous entend. Qu'est-ce qui va être construit en France et à quelle échéance? Alors, pour faire face à cette demande d'électricité, c'est nouveau ça, c'était pas prévu. C'était pas prévu qu'on ait un tel besoin d'électricité en plus. Je vous donne les chiffres. On va, d'ici 2035, avoir besoin de au moins 15% d'électricité en plus qu'avant. Et d'ici 2050, au moins 35%. C'est beaucoup. Alors, Et j'en donc, reviens à pour ma faire question. ça, et donc pour faire... Non, mais si vous Oui, voulez non, que ce mais- soit clair, il Ah ben faut, oui, il on faut a le bien dire. cadre. Pour mais faire ça, je pense qu'il faut pour qu'on ait les faire ça, réponses. pour augmenter notre consommation d'électricité et pour faire face, c'est ma deuxième priorité, pour faire face aussi aux besoins, c'est-à-dire pour qu'il n'y ait pas de blackout, soyons bien d'accord. On doit faire L'extinction des... on doit faire, feux. on doit faire dans l'immédiat deux choses. D'abord, baisser notre consommation, donc mesures d'économie d'énergie et efficacité énergétique, donc les frigos, Mais alors, etc. À part les frigos, pardon, Et concrètement, vous ensuite, dites aux Français, après, faut il aussi faut moins. augmenter massivement, et ça a été dit par le président de la République, massivement nos énergies renouvelables. Pourquoi ? Parce que, qu'on soit pour ou contre le nucléaire, pour faire face à 15% de demande d'électricité en plus d'ici 15 ans, on n'a pas le temps de construire On va y venir une aux centrale nouvelles, mais nucléaire vous ne me et répondez donc pas sur les centrales massivement du nucléaires. renouvelable. Ensuite, à l'horizon 2050, nous avons RTE qui nous a fait un très bon rapport avec 6 scénarios. Dans ces scénarios, il y a la possibilité de ne pas faire de nouveau nucléaire et d'autres scénarios, faire du nouveau nucléaire. Ça, c'est un choix C'est ce politique. qui a été choisi. Et faire c'est du le nucléaire. choix qu'a fait le président de la République, qui Auquel est un vous choix adhérez qui totalement. est... Mais vous savez, sur le nucléaire, moi, j'ai pas changé d'avis. J'ai pas changé d'avis. Je pense toujours la même chose. Mais la donne a clairement changé. Alors, est-ce que vous pouvez nous rappeler Mais ce que vous revenons- pensez parce que est-ce que vous êtes aujourd'hui pro-nucléaire? Est-ce que pour vous, c'est une énergie d'avenir? Je considère que le nucléaire est une énergie qui pose un certain nombre de problèmes, des problèmes de déchets qui sont encore très difficiles à gérer. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, dans France 2030, on met de l'investissement pour trouver des solutions sur ces questions de déchets. Et puis, il y a des questions de sûreté. Ce sont les deux problèmes Alors, est-ce qu'on prend majeurs pas les du choses à l'envers? nucléaire. Est-ce qu'il ne faudrait pas régler ces points avant d'engager la construction de nouveaux réacteurs? Se dire, on règle la question des déchets et de la sûreté, et ensuite on... Comme je vous construit l'ai de nouveaux dit, si des nouveaux réacteurs sont construits, ils ne pourront pas être en fonctionnement avant au moins 15 ans. Au moins 15 ans. Donc d'ici là, 2035. on continue le travail. On continue S'ils le sont travail, construits, on mais fait ils des vont être construits. investissements dans Attendez, la pardon, vous recherche. venez de dire s'ils sont construits, Barbara Pompili. Le président de la République a annoncé qu'ils seraient construits. Le président de la République, il a exposé sa vision et sa volonté de construire de nouveaux réacteurs nucléaires. Et donc, si tout se passe comme le président de la République le souhaite, notamment, C'est-à-dire je c'est ne pas un sais deuxième pas. quinquennat, pour être clair. Je ne sais pas ce qui va se passer à l'avenir et nous ne le savons pas. Mais si, Bon. comme je le souhaite, le président de la République se présente et est réélu, nous partirons dans cette direction. Mais évidemment, il y aura tout le travail démocratique qui existe dans un pays Qui comme n'a la pas France. eu lieu Mais bien sûr que encore. si. Sur la concertation sur ces nouveaux EPR, vous avez vu une concertation, vous? Non, mais attendez, encore une fois. RTE, quand il a fait son rapport, il a travaillé pendant 2 ans, il a fait 4000 consultations. Donc 4000 consultations d'experts, de personnes compétentes sur les sujets. Et puis ensuite, il y a effectivement, vous avez raison, une procédure, quand on met en place ce genre de choses, de débat public. Et cette procédure, elle sera tenue. Et en plus, il y aura, dans les semaines qui viennent et les mois qui viennent, un débat politique très intéressant qui s'appelle le débat de la présidentielle. Et moi, je suis ravie qu'il ait lieu parce que c'est important qu'on ait un débat Et quand vous démocratique dites sur débat, ces si sujets. par exemple des habitants ne souhaitent pas avoir de nouveaux réacteurs nucléaires à côté de chez eux, on les écoutera, il n'y aura pas de nouveaux réacteurs à côté de chez eux? Non, mais alors, il y a des choses différentes. D'abord, il y a la décision de mettre en place, de construire de nouveaux réacteurs nucléaires. Mais combien Ça, pardon, ça est-ce que- fait- ça combien il y aura- est-ce que, quand Agnès Pannier-Runacher, votre collègue gouvernement, dit ce sera 6 EPR, est-ce que c'est vers ça qu'on va? Alors, moi, je n'ai pas l'habitude de faire des annonces
à la place du président de la République. Le président de la République a exposé sa vision. Il a dit qu'il s'exprimerait plus largement sur le sujet plus tard. Et donc, il s'exprimera plus largement sur le sujet plus tard. Et Mais c'est à quelle est lui votre de dire quelle conviction est sa vision. Mais C'est pas une question- votre c'est pas une conviction question de en tant que ministre de la conviction. Transition, en tous les cas, vous avez étudié les scénarios. Et qu'est-ce que vous pensez qu'il est bon J'ai- pour la France j'ai en termes de étudié- nombre de centrales J'ai nucléaires? étudié les scénarios et dans les scénarios qui sont proposés par RTE, nous en avons plusieurs qui permettent la construction de nouveaux réacteurs nucléaires. Après, c'est une question de proportion. Chaque scénario a ses avantages et ses inconvénients. C'est au président de la République de trancher entre ces scénarios. Il va le faire. Ne vous inquiétez pas, vous aurez les annonces Quand rapidement. D'ici la fin de l'année, je pense. D'ici la fin de l'année. Autre question, Guillaume Roquette. Oui, parce que le président de la République, il a changé d'avis sur ce sujet-là, quand même. C'est-à-dire que on disait pendant sa campagne présidentielle, il faut réduire la part du nucléaire. Et là, maintenant, on nous dit on construit les nouvelles centrales. C'est pour ça qu'on ne comprend pas. Non, mais la trajectoire de baisse de la part du nucléaire, qui est une trajectoire qui court jusqu'à 2035, est une trajectoire qui est inscrite dans la loi et qui sera donc respectée. Donc rien n'a changé de ce point de vue-là. Simplement, vous le savez, nous avons des réacteurs qui sont des réacteurs qui vieillissent aujourd'hui. Nous avons un parc nucléaire qui a son âge et qu'il va falloir remplacer. Et donc, les nouveaux réacteurs nucléaires remplaceront des réacteurs qui vont être mis à l'arrêt. Et c'est bien normal. Des réacteurs, ça a une durée de vie. Combien de réacteurs vous allez mettre à l'arrêt là, dans les années qui viennent? Est-ce que vous avez déjà un plan de fermeture de réacteurs? Vous savez, c'est inscrit dans la loi, encore une fois. Hein. Nous avons une programmation pluriannuelle de l'énergie qui a été dévoilée, pas dévoilée, mais qui a été travaillée et publiée. Donc il n'y a pas de débat sur la il y a durée de vie quelques des années. centrales et la capacité qu'on a de les prolonger ou pas? On a un organe qui s'appelle l'autorité de sûreté du nucléaire, qui est là pour dire si tel ou tel réacteur est encore en état de fonctionner. Il y a des visites qu'on appelle des visites décennales qui permettent de savoir si on peut faire Oui, mais fonctionner parfois, ce il y a des choix. réacteur Par 10 exemple, ans de plus. Fessenheim, il y a eu un choix de fermer Fessenheim. Oui, c'est un choix politique. C'est un choix politique parce que nous avons encore une fois un parc vieillissant. Et donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que tous les réacteurs de France ont été construits en 2 phases et donc quasiment tous en même temps. Et donc, on a, nous, notre responsabilité d'essayer de lisser un peu les fermetures parce que si on les pousse jusqu'à leur fin de vie et qu'on doit les arrêter pile à leur fin de vie, on va se retrouver avec ce qu'on appelle un effet falaise. C'est-à-dire que d'un seul coup, on va devoir en fermer plein. Et si on doit en fermer plein, ça va poser des problèmes parce qu'il faut qu'on ait suffisamment d'électricité pour pourvoir à nos besoins. Mais vous Donc comprenez, on a une stratégie qui est une stratégie assez logique dans tout ça, qui est responsable, qui essaye de sortir justement du je suis pour, je suis contre, etc. C'est une trajectoire qui est une trajectoire responsable, toujours pour faire face à la hausse de la demande et puis pour baisser nos sur émissions de gaz à Fessenheim, effet de serre. On en Sur revient toujours à Fessenheim, ça. une question de Marie-Pierre Haddad. Oui, alors justement, les annonces du président de la République ont un peu sonné comme une contradiction pour certains internautes, notamment le collectif nucléaire de Fessenheim qui nous a écrit sur Twitter, qui ne comprend pas pourquoi d'un côté fermer Fessenheim et de l'autre côté annoncer la construction de nouveaux réacteurs. Donc, est-ce qu'il ne faudrait pas rouvrir Fessenheim? Est-ce que c'est une possibilité? De toute façon, Fessenheim était la plus vieille centrale de France. Donc elle avait une durée de vie limitée, comme toutes les centrales de France. Après, il y avait cette volonté de faire un lissage, de rendre notre mix électrique moins dépendant au nucléaire et donc plus équilibré, et donc de passer à 50%. Et donc ça faisait partie des étapes. Ensuite, une centrale nucléaire, ça ne s'allume pas et ne se ferme pas en appuyant sur un bouton. Oui, mais on aurait pu continuer plus longtemps. Est-ce que Fessenheim aurait pu continuer à produire de l'énergie? Est-ce qu'on était obligé de la fermer? N'oubliez pas que Fessenheim devait être fermé en même temps qu'on ouvrait Flamanville, le PR de Flamanville. C'était supposé se faire à peu près au même moment. Je ne m'étendrai pas. Flamanville n'est pas en fait. Je ne m'étendrai pas sur les difficultés qui sont rencontrées à Flamanville, qui montrent d'ailleurs qu'on doit avoir de la prudence vis-à-vis de ce qu'on fait. Mais la trajectoire et le dispositif de fermeture de Fessenheim était enclenché. Ça veut dire que notamment à Fessenheim, nous n'avions pas fait la fameuse visite décennale qui est nécessaire pour que l'autorité de sûreté du nucléaire puisse valider le fait qu'il puisse fonctionner plus longtemps. Et donc, à partir du moment où cette visite décennale n'avait pas été faite, on ne pouvait plus du jour au lendemain dire ah ben non, c'est pas grave, on le laisse allumer. Parce que justement la sécurité nucléaire est une de nos préoccupations majeures. En 2014, vous vouliez fermer 15 à 20 réacteurs d'ici 2025 quand vous étiez député. C'était le cas? C'est vrai. C'est vrai à partir du moment où
ont développé les renouvelables à la vitesse où on aurait dû les développer, ce qui n'a pas été le cas. Et 2, dans un contexte qui était l'ancien contexte avant qu'on sache qu'il y aurait ce besoin d'électricité supplémentaire. La donne a changé. Avant la pause. Et il faut savoir Rapidement, être pragmatique sur ces questions. ça, on a compris. Juste un point de calendrier, est-ce que l'objectif de 50% de nucléaire dans la part de production d'électricité en 2035 est toujours l'objectif du gouvernement? Et deuxième question, est-ce que vous souhaitez qu'on sorte du nucléaire complètement? À quel horizon, si c'est le cas? L'objectif du gouvernement de passer à 50% n'est pas remis en cause, c'est dans la PPE. Pour le reste, moi, je suis pragmatique et je m'en tiens à ce qui est écrit dans les scénarios de RTE et j'essaye de trouver la solution la plus acceptable, la plus opérationnelle pour qu'on réussisse à tenir nos objectifs. C'est ça qui Et ça ne m'intéresse. passera pas par une sortie du nucléaire. Et le reste, on verra au fur et à mesure. Mais là, clairement, la donne a changé et on doit en tenir compte, tout le monde. On se retrouve dans quelques instants pour la suite de ce grand jury de Barbara Pompili. On parlera notamment de chasse. À tout de suite. Suite du grand jury RTL Le Figaro LCI. Invitée aujourd'hui, la ministre de la Transition écologique, Barbara Pompili. Le débat est dirigé par Benjamin Sportouche. Avec à mes côtés Marie-Claire Haddad de RTL.fr, Adrien Jeanne de TF1 LCI et Guillaume Roquette du Figaro. Je vous pose la première question de cette seconde partie sur les éoliennes. Oui, vous nous avez dit juste avant la pause que l'objectif de réduire à 50% la part du nucléaire dans la production d'électricité en 2035, cet objectif était maintenu. Aujourd'hui, on est à plus de 70% de nucléaire. Est-ce que ça veut dire qu'il va falloir construire massivement des éoliennes? Et si oui, combien? Oui, on va devoir construire massivement des énergies renouvelables. Donc toutes les énergies renouvelables. Alors avec évidemment le solaire et les éoliennes, que ce soit sur terre et en mer, puisque ce sont les technologies les plus matures. Sur les éoliennes sur terre, bien sûr qu'il va falloir augmenter la capacité installée. Les scénarios de RTE nous disent entre 2,5 fois et 4 fois ce qui existe aujourd'hui. Alors sachant qu'on parle de capacité installée. On en a 8000, pardon, qu'on soit concret, on en a 8000 aujourd'hui sur le territoire. Hein. Oui. C'était fin 2018, donc on en a peut-être 10 000 aujourd'hui. Donc ça veut dire jusqu'à 40 000 sur le territoire, c'est bien ça? Oui, mais vous voyez, il faut toujours essayer de ne pas tomber dans le simplisme. Non, parce que les technologies qui existaient il y a 10-15 ans sont plus les mêmes. Aujourd'hui, on a des éoliennes qui sont plus puissantes et donc quand on va remplacer des éoliennes anciennes, parce qu'il y a des parcs éoliens qui arrivent aujourd'hui en fin de vie, quand on les remplace par des éoliennes plus puissantes. Donc en fait, ce chiffre-là n'est pas un chiffre qui peut être mis comme ça sur la table. Quand je vous parle de puissance installée, de capacité installée, c'est justement parce que là, ce sont des chiffres qui sont vérifiables. Mais en nombre de mâts, il y en aura plus qu'aujourd'hui, ça je vous le confirme. Mais par contre, dire qu'on va passer à 40 000 mâts, non. Combien de mâts? Vous pouvez nous donner un chiffre? Non, parce que ça va dépendre, d'ici 2035, ça va dépendre justement des progrès aussi sur les puissances installées. Vous n'osez pas le dire parce que... Parce que vous savez que c'est impopulaire de plus en plus. Vous savez quand même que sur ces questions des énergies renouvelables, j'aurais d'ailleurs aimé que mes amis écologistes soient un petit peu plus sur le terrain pour les défendre aussi. Je fais partie de ceux qui n'ont jamais baissé les bras. Pourquoi? Pas du tout par idéologie, mais simplement parce que nous n'avons pas le choix. Nous sommes obligés, pour faire face à la demande d'électricité qui va augmenter, d'augmenter massivement nos énergies renouvelables, puisque c'est les seules énergies aux habitants qu'on peut construire qui ne souhaitent pas vite. avoir d'éoliennes à côté de chez eux. Vous leur dites on n'a pas le choix, donc il y aura des éoliennes, y compris là où il y a des résistances locales? Non, l'idée c'est de le faire correctement et c'est pour ça que j'ai annoncé il y a quelques semaines maintenant un plan pour l'acceptabilité de l'éolien en mettant en place des procédures. Première procédure qui a été lancée depuis un certain temps, c'est demander au préfet de faire une cartographie des zones où on pourra en faire, en tenant compte justement ça de lieux. Déjà, hein, les zones département par département pour le développement de l'éolien, ça existe depuis quoi, 10 ans, 15 ans? Non, ça a été supprimé en fait. Et tout le problème, c'est que justement maintenant, on n'a plus cette cartographie qui nous permet de savoir où on peut en mettre et où on ne peut pas en mettre. Parce que, simplement où il n'y a pas de vent, mais où il y a des radars militaires, où il y a déjà, et ça fait partie des demandes que j'ai faites au préfet, quand il y en a déjà beaucoup dans un endroit, il faut essayer de faire en sorte d'éviter d'en remettre à cet endroit-là. Donc on va avoir des cartographies qui vont être faites, région par région, et puis nous avons installé
des comités régionaux de l'énergie qui ont été lancés dans la loi climat et résilience, où là, ce sont les acteurs du territoire qui vont se mettre autour de la table et qui vont dire, voilà, il y a la PPE, Programmation pluriannuelle de l'énergie, on doit faire tant d'énergie renouvelable. Eh bien, sur notre région, ce qu'on peut faire, c'est tant d'éoliennes par là, tant de solaire par ici, et où on peut les mettre. Et donc, essayer de faire en sorte qu'il y ait beaucoup plus de concertation locale. On a les développeurs d'éoliennes qui sont aussi, se sont engagés à mieux consulter les territoires. C'est-à-dire qu'on vote pour, contre les éoliennes? Non, l'idée, c'est encore une fois de placer tout le monde devant ses responsabilités. Moi, ceux qui, aujourd'hui, nous disent qu'il faut faire un moratoire sur l'éolien. Moi, j'ai entendu Xavier Bertrand encore qui nous sort qu'il faut faire un moratoire sur l'éolien et faire 70% de Marine Le Pen dit nucléaire. même qu'il faut déconstruire les éoliennes existantes. Bien sûr. Alors, ces gens-là, je pense que ce sont des gens qui sont supposés être des responsables politiques. Eh bien, je leur demande comment font-ils, dans ce cas, pour atteindre nos objectifs. Ou alors, il faut qu'ils nous disent qu'ils ne veulent pas atteindre les objectifs des accords de Paris. Il faut qu'ils nous le disent. Ou alors il faut qu'ils nous disent comment ils vont faire pour éviter un blackout dans notre pays. On essaye de prolonger, vous répondront-ils, les centrales nucléaires en activité? Oui, mais comme je vous l'ai dit, aujourd'hui, d'ici 2035, il y a 14 réacteurs qui doivent être arrêtés. Ça ne va pas résoudre le problème. Ça ne va pas résoudre le problème. Nous avons besoin massivement de développer les renouvelables. Donc 14 vont être fermés, ils peuvent éventuellement... mais on ne sait pas combien construire. Pardon, vous disiez, ils peuvent éventuellement durer plus longtemps? Éventuellement durer plus longtemps quand ils sont validés par l'autorité de sûreté nucléaire, mais ça veut dire que si on fait ça, si on ne se donne aucune marge de sécurité, si on a le moindre problème sur une centrale, tout simplement parce que l'autorité de sûreté nucléaire dirait « bon, bah écoutez, là, elle est trop vieille, il faut maintenant en finir », on aurait zéro marge de manœuvre. Est-ce que vous pensez que c'est responsable? Si on a des délais de construction sur les EPR comme pour Flamanville avec des années de retard. Nous avons des candidats qui font des propositions qui sont irresponsables. Irresponsables. Aujourd'hui, nous avons sur la table le rapport de RTE, qui là est un rapport sérieux et qui est salué par tout le monde comme un rapport sérieux et qui nous dit on va avoir besoin de beaucoup plus d'électricité dans les 15 ans, 30 ans à venir. Nous avons besoin de développer massivement les énergies renouvelables. C'est pas moi qui le dis, ce sont des spécialistes. Ce sont des spécialistes. Sur le nucléaire, ils ont des propositions différentes. Quand alors? Parce que ça devait être 2012, je crois, c'est ça? Et c'est maintenant 2023. Est-ce que vous nous le confirmez ou c'est pas sûr? Écoutez, là c'est pareil. Flamanville se mettra en route une fois que notre autorité de sûreté nucléaire donnera le feu vert. Oui, mais vous pensez que ça sera quand? Normalement, la date qui était avancée est une date à fin 2022. Nous allons voir ce qu'il en est. Mais encore une fois, moi, je ne sacrifierai jamais la sûreté des centrales à une quelconque injonction. Donc, l'EPR de Flamanville se mettra en marche à partir du moment où il y aura le feu vert de l'autorité de sûreté. Et ça va coûter combien, Flamanville, au final? Aujourd'hui, ça nous coûte très cher. Oui. Combien? On est à une estimation de 19 milliards pour au départ, une estimation qui était bien inférieure, aux alentours de 3 à 4 milliards. Donc oui, on a un dérapage clair sur l'EPR de Flamanville qui a été documenté, sur lequel j'espère que nous allons tirer évidemment des expériences si on doit construire des réacteurs EPR par la suite. Oui, voilà, vous redites si on doit construire des réacteurs nucléaires, pourquoi ça se passerait considérablement mieux, c'est-à-dire plus rapidement et moins cher avec les nouveaux EPR? Parce que quand même, là, on a un réacteur sur lequel il y a eu l'occasion de refaire des formations, de refaire des retours d'expérience, et puis aussi des propositions maintenant d'EPR qui sont un petit peu moins compliquées que ce modèle-là. On est sur des propositions d'un deuxième modèle d'EPR, c'est plus exactement le même. Donc, évidemment, la filière nucléaire, quand on voit ce qui s'est passé à Flamanville, la filière nucléaire se remet en cause et doit se remettre en cause sur les compétences qui manquent. Et donc, il y a un grand plan aussi, dans le cadre du plan de relance, de remise à niveau des compétences sur le nucléaire, de recherche de compétences qui nous manquent en France, et pas seulement sur le nucléaire, sur les soudures, par exemple. On manque de soudeurs en France. Alors, vous parliez de sécurité, mais justement, il y a eu des signalements à la centrale de Tricastin, Marie-Pierre Haddad. Oui, un cadre donc de la centrale nucléaire de Tricastin dans la Drôme a déposé plainte contre EDF et il accuse en fait sa hiérarchie d'avoir voulu le placardiser pour avoir dénoncé, je cite, une dissimulation d'incidents, donc de sûreté. Lui se définit comme un lanceur d'alerte. Est-ce que vous pouvez vraiment dire que le nucléaire est une énergie sûre? Ce que je veux vous dire,
c'est que C'est vraiment le point où on sent qu'il y a mais- peut-être les internautes qui, voilà, le nucléaire, c'est pas sûr, il peut y avoir un défaut là-dessus. le nucléaire est géré sur sa sûreté par une autorité de sûreté nucléaire qui dit si oui ou non un réacteur est suffisamment sûr pour pouvoir fonctionner. Moi, j'ai grande confiance en cette autorité parce que c'est une autorité indépendante, parce que justement, quand on voit ce qui se passe à Flamanville, eh bien, nous avons eu notre gardien du temple de la sécurité qui était là pour ne pas laisser passer, y compris quand on est sur des enjeux financiers énormes. Eh bien, elle a su résister. Donc, ce n'est pas toujours facile, mais je suis aux côtés de l'autorité de sûreté nucléaire. Sur ce cas particulier, l'autorité de sûreté nucléaire, évidemment, est allée voir ce qui se passait. Nous, on n'a pas eu de retour sur ce point-là d'un point d'attention particulier. En revanche, sur l'affaire en elle-même, c'est une affaire en cours, donc on va attendre la suite. Et là, je ne peux pas m'exprimer sur une affaire. C'est une énergie qui est en cours. sûre. Vous ne dites pas aujourd'hui le nucléaire est une énergie sûre. Mais comment... C'est une énergie qui est encadrée et surveillée. Et d'ailleurs, en France, on peut se réjouir du fait que les mesures de sûreté qui sont prises soient des mesures qui sont très dures et qui ont été renforcées, je vous le rappelle, parce que nous avons eu l'accident de Fukushima qui a marqué les esprits et qui a fait que les mesures de sûreté se sont encore améliorées en France, ce qui veut dire aussi un renchérissement des coûts, ce qui veut dire des provisions, etc. Donc le nucléaire est évidemment une énergie qu'il faut surveiller, mais qui est bien surveillée dans notre pays. Tenir ce discours il y a 10 ans encore, ou même 5 ans encore, ah non. Barbara. J'ai fait une commission d'enquête sur la sûreté des installations nucléaires en France. Et vous étiez quand consciente. j'étais députée. Et quand j'étais députée et présidente de commission à l'Assemblée nationale, ce rapport, il est sur la table. Il s'avère qu'il y a des mesures dans ce rapport que j'ai pu mettre en œuvre en tant que ministre pour encore améliorer la sûreté. Mais il y a un point qui était dans ce rapport et que je confirme aujourd'hui, c'est que nous avons une autorité de sûreté nucléaire qui tient la route. Nous avons des techniciens, l'IRSN, qui sont aussi d'excellente qualité. Et on peut avoir l'opinion qu'on veut sur le nucléaire. Et j'ai la mienne. Mais je peux vous dire que nous avons dans notre territoire des gens très bons sur ces questions. Mais la vôtre, on l'entend en filigrane. Mais je vous l'ai donné tout à l'heure. Qu'il faut le faire parce que... Par défaut. Par défaut. Mais parce qu'il faut hiérarchiser les priorités. Ma priorité, encore une fois, aujourd'hui, c'est de lutter contre le changement climatique et de faire en sorte qu'on ait de l'électricité à la prise pour nos concitoyens. Transition toute trouvée à la Vous parliez tout à l'heure des candidats à la présidentielle. Il y a un presque candidat il y a quelques semaines qui est à votre place ici même, Éric Zemmour, estimait qu'en termes de réchauffement climatique, la France n'y était pour rien, comparé à d'autres pays qu'on a cités tout à l'heure, comme la Chine et l'Inde, et qui d'autre part estimait que personnellement, il n'avait pas, lui, les compétences scientifiques pour juger si oui ou non il y avait un réchauffement climatique, que c'était un débat de scientifique et non pas de politique. Qu'est-ce que cela vous inspire et quelle responsabilité vous imputez à la France là-dedans? Alors, Éric Zemmour, il a quand même réussi l'exploit de rendre l'écologie raciste. Quand il dit texto que le réchauffement climatique est dû à la démographie galopante, notamment en Afrique, c'est totalement faux. Et c'est grave de dire ce genre d'affirmation. L'Afrique, à elle toute seule, le continent africain, c'est 4% de nos émissions de gaz à effet de serre. Rien que la France, rien que le pays, la France, c'est 1% de nos émissions de gaz à effet de serre. Mais le pays le plus peuplé du monde, c'est la Chine, où là, il y a beaucoup d'émissions de gaz à effet de serre. Oui, mais c'est surtout dû au charbon. C'est surtout dû au charbon. Donc il faut remettre les choses à leur place. On est sur quelqu'un qui profère des accusations qui sont totalement fausses, totalement dénuées de toute rigueur scientifique. Mais sur l'argument de base disant on fait moins de 1% des émissions de gaz à effet de serre, pourquoi est-ce qu'on se donne autant de contraintes alors même qu'on n'est pas responsable de ce qui se passe? Mais parce que historiquement, en plus, c'est complètement faux ce qu'il dit. Jusqu'à il y a encore une trentaine, quarantaine d'années, qui a enclenché le dérèglement climatique? Ce sont les pays développés. C'est l'Europe, les États-Unis. Oui, ce sont eux qui l'ont lancé. Nous, on n'y est objectivement pas pour grand-chose dans ce réchauffement. Nous, la France. Mais je crois que vous êtes complètement en dehors de la réalité. Le 1%, les émissions, pas vrai le 1%, c'est vrai, mais c'est sur ce qu'on fait chez nous. Rien que chez nous. Mais nos émissions, nos vraies émissions, c'est aussi ce qu'on consomme. Ce que vous consommez qui vient de Chine, vous croyez que ce n'est pas notre responsabilité ? La déforestation importée, tous les produits que nous achetons qui
concourt à la déforestation de l'Amazonie, de l'Indonésie. C'est le soja qu'on achète pour nourrir notre bétail. Ce sont les chaussures que l'on achète. C'est la nourriture que l'on achète. Ce sont tous les produits que l'on achète. Le café, le cacao, qui sont responsables de déforestation importée. Juste une question sur... Nous déresponsabiliser comme cela, c'est totalement irresponsable. Et encore une fois, ce n'est pas digne de quelqu'un qui veut accéder à la magistrature suprême. Mais c'est-à-dire que vous le rangez dans les climato-sceptiques au même titre que Donald Trump, par exemple? Mais je le range dans rien du tout. Je le range dans la catégorie des gens qui ne sont pas sérieux, pour être poli. Plus personne aujourd'hui ne remet en cause le réchauffement climatique quand on voit qu'à la COP, tous les pays du monde acceptent et disent qu'il faut baisser nos émissions de gaz à effet de serre parce que c'est grave, parce que nous avons des risques, nous avons des pays entiers qui vont disparaître, que des gens comme ça disent n'importe quoi encore maintenant, c'est grave. Moi, ce que je souhaiterais, c'est que dans l'élection présidentielle, dans les débats autour de l'élection présidentielle, on sorte du simplisme. Vous rappeliez tout à l'heure à la COP, il y a aussi des pays, des îles qui demain vont voir la mer avancer, envahir une partie de leur territoire. Ça pose la question des réfugiés climatiques. Oui. Au sens premier du terme, réfugiés. Aujourd'hui, on ne peut pas demander l'asile en France en raison de conditions climatiques. Ça ne rentre pas dans les critères de demande du droit d'asile. Est-ce que vous considérez que demain, il faut modifier notre droit pour pouvoir justement accorder ce statut de réfugié à des personnes touchées par les changements climatiques? Aujourd'hui, ils sont en fait considérés comme des migrants économiques parce qu'ils ont des conditions de travail, de vie défavorables. Oui, vous avez raison. Alors, sachant que, d'abord, aujourd'hui, les réfugiés climatiques sont déjà plus nombreux que les réfugiés de guerre. Je crois qu'il faut qu'on ait cette image en tête. Mais le mot réfugié est impropre parce qu'ils n'ont pas ce statut. C'est vrai, vous avez raison. Après, la grande majorité aujourd'hui des réfugiés climatiques vont souvent dans les pays voisins. Ils ne vont pas beaucoup plus loin. Mais le problème va se poser, vous avez raison. Et donc, comme toujours, notre droit va devoir s'adapter. Donc, il va falloir qu'on y réfléchisse, qu'on voit quel est le meilleur moyen, quelle est la meilleure solution à trouver. Mais je rappelle que la priorité des priorités, c'est d'agir vite, maintenant, pour que ces gens-là n'aient pas à fuir leur pays. Mais on doit et malheureusement, il y en a d'ores et déjà qui vont devoir le faire. Et quel pays, par exemple? Là, moi, j'ai vécu à côté, par exemple, des îles Fidji, qui étaient juste mes voisins, parce que vous savez, on est classé par ordre alphabétique. À la COP26. À la COP26. Fidji, Barbade, les Maldives, qui sont d'ores et déjà menacés. Enfin, là, ce qui est en train de se passer pour eux, c'est pour ça qu'il faut qu'on agisse tous et que ces discours de déresponsabilisation sont graves. Parce que il faut qu'on agisse tous, parce que même un dixième de degré, pour eux, ça veut dire la mort de leur pays, ça veut dire que leur pays disparaît. Donc, il faut qu'on soit tous responsables. Et les discours du « je m'en fous, les autres feront », ce sont juste des discours de honte. On devra accueillir des réfugiés demain. Vous dites on devra accueillir des réfugiés climatiques demain chez nous. C'est fort probable. Et donc, il faudra qu'on fasse en sorte de trouver le meilleur moyen de les accueillir. Parce que, bien évidemment, on est tous responsables. Vous savez combien, mais encore une fois, que vous avez évalué, vous, au ministère? Non, c'est difficile à dire. On passe à un autre sujet qui concerne directement la France, c'est la chasse. Et une interview ce matin dans le JDD du président de la Fédération nationale de la chasse, Willy Schren. Marie-Pierre Haddad. Oui, alors dans cette interview, on voit déjà que ses propos ont été très repris aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Il estime que les chasseurs ont, et je le cite, un rôle à jouer en matière de police de proximité. Et il va même jusqu'à proposer un partenariat aux élus pour lutter contre ce qu'il appelle la délinquance rurale et environnementale. Est-ce que c'est une idée qui vous plaît? Police de proximité rurale. Bon, d'abord, il y a déjà une police de l'environnement qui existe et qui est exercée par différentes catégories de fonctionnaires assermentés. Donc, il faut déjà le dire. Il faut déjà le dire. Ensuite, on a, parmi les fédérations de chasseurs, il y a des salariés de ces fédérations qui sont également assermentés pour faire déjà un peu de police de chasse. Donc, si les paroles de Willy Schren veulent dire qu'on pourrait augmenter les compétences de ces salariés assermentés, par exemple pour la gestion de déchets sauvages, enfin pour s'attaquer aux déchets sauvages, ça se regarde, pourquoi pas. Mais par contre, pas aux chasseurs de jouer ce rôle. Non, évidemment non. C'est ce qu'ils veulent, c'est-à-dire aller au-delà. On va pas dire que les chasseurs vont faire de la police de l'environnement. Non, il y a
des salariés assermentés qui peuvent le faire. Et d'ailleurs, c'est déjà le cas, hein. Il y a déjà des salariés assermentés des fédérations de chasse dans certaines régions qui le font. Donc pourquoi pas regarder à ce qu'ils fassent plus. Et Adrien encore une Gindre. fois, ces personnes-là. Adrien Gindre. Sur la manière de mieux encadrer la chasse, il y a des propositions, par exemple, de Yannick Jadot pour Europe Écologie Les Verts, d'imaginer des périodes sans chasse, ça pourrait être le week-end, ça pourrait être les vacances scolaires. Vous-même, vous avez dit qu'on pouvait avoir un débat, mais quelle est votre position? Est-ce que vous considérez qu'il est souhaitable d'avoir des périodes sans chasse pour protéger les promeneurs, les familles, et éviter les accidents de chasse, puisqu'on en a vu encore récemment? Oui, oui, tout à fait. Et là, évidemment, dans ces cas-là, quand il y a des chasseurs qui ne respectent pas les règles, aujourd'hui, c'est une circonstance aggravante de l'accident. Ils risquent des peines de prison, des amendes très lourdes, et c'est tout à fait normal. Et dans la loi dont j'ai été rapporteur il y a 2 ans, on a aussi donné la possibilité de retirer tout de suite le permis de chasse. Donc, de ce point de vue-là, il faut évidemment que les règles soient Et respectées donc, de est-ce qu'il manière faut aller plus loin très en termes de dure. calendrier, dire il y a des Ensuite, jours de promenade. sur les jours de non-chasse. Alors, il faut aussi voir de quoi on parle. Aujourd'hui, des jours de non-chasse existent déjà dans les forêts domaniales françaises, donc dans les forêts publiques. On a, selon les régions, des possibilités de jours de non-chasse. Par exemple, dans les forêts d'Île-de-France, le week-end, il n'y a pas de chasse. Non, mais là, Dans- ça serait tous les week-ends. dans des, partout en forêts, France. dans des forêts domaniales, comme la forêt de Chantilly, Mm. par exemple, on ne chasse pas le mercredi et le dimanche. Mais là, ça Donc, serait partout en France tous les week-ends. donc, la question, je crois, ne peut pas se résoudre d'une manière globale comme ça. Ça doit se faire territoire par territoire. D'ailleurs, les préfets ont déjà la possibilité, depuis longtemps, de pouvoir Donc décréter ça des jours de fonctionne non-chasse. comme il faut aujourd'hui. vous dites. Il faut que territoire par territoire, en fonction des spécificités, il puisse y avoir, et c'est pour ça que je disais qu'il pouvait y avoir un débat, effectivement, dans chaque territoire, il peut y avoir un débat pour savoir là ce qui est le plus adapté. Et puis je vous rappelle que d'un côté, il y a les forêts domaniales françaises, où là, de toute façon, il y a possibilité de faire des jours de non-chasse, et ensuite, il y a les forêts privées, qui ne sont pas dans le même droit, puisque ce sont des propriétés privées. Aujourd'hui, si on dit jour de non-chasse, il peut y avoir une réaction qui entraîne qu'on mette des grillages, que les propriétaires privés disent « Ok, ben moi, vous voulez qu'il n'y ait pas de partage, ben très bien, moi, pour des raisons qui m'appartiennent, je veux qu'il y ait de la chasse sur mon territoire, donc je vais mettre des grillages. Ça pose des problèmes en termes de biodiversité, les animaux peuvent plus circuler, des problèmes de sûreté aussi. Et donc, plutôt que des grillages, moi je préfère qu'il y ait des discussions. Question express. Le grand jury, question express. Barbara Pompili, on parlait de chasse pour ou contre. C'est une rubrique pour ou contre l'arrêt des corridas. Est-ce que vous êtes, vous, ministre de la Transition écologique, vous avez beaucoup œuvré pour la fin des delphinariums notamment. Est-ce que vous souhaitez la fin des corridas dans ce pays? Encore une fois, sur la chasse, ma priorité, c'est la question de la biodiversité. Mais vous Non, mais pourquoi Parce que je ne pouvais pas tout faire. À un moment, il faut je vous parle hiérarchiser des les corridas. Est-ce que priorités. vous voulez œuvrer sur les corridas? Si imaginons que vous soyez ministre dans un prochain quinquennat, s'il a On lieu verra dans le d'Emmanuel prochain Macron. quinquennat s'il y a des choses qui se passent dans le prochain quinquennat. Là, je ne pouvais objectivement pas tout faire. J'ai hiérarchisé mes priorités. Bon. Ma priorité sur la chasse, c'était la Donc préservation vous de la verrez après biodiversité. pour les corridas. Pour ou contre la ligne à grande vitesse Bordeaux-Toulouse? Mais c'est une décision qui a été prise à partir du moment où la décision a été prise. Donc vous la validez. Même si le maire de Bordeaux est Ouais. contre. Pardon? Même si le maire de Bordeaux est contre. Pierre Urmic. Oui, Pierre Urmic s'est exprimé contre, Ouais. mais à ma connaissance, il n'est pas membre du gouvernement. Donc ça vous ne pose pas de problème, la ligne à grande vitesse Bordeaux-Toulouse. Pour ou contre, Barbara Pompili, une voie du périphérique parisien réservée au covoiturage? Ah, mais ça fait partie de ce qu'on promeut justement pour aider un certain nombre de personnes à pouvoir se passer de leur voiture. Pour ou contre la légalisation du cannabis? Ah, ça fait partie, je crois, des sujets qu'on ne peut plus mettre sous la table. Et c'est une conviction personnelle que vous avez, vous, dans le passé. Est-ce que vous la défendez toujours, la légalisation du cannabis? C'est une conviction personnelle que je défends depuis longtemps, mais encore une fois, les convictions ne doivent jamais se mettre en travers du chemin du pragmatisme. Et de l'action gouvernementale. Nous avons aujourd'hui une législation très restrictive sur le cannabis. Cette législation très restrictive n'empêche pas que malheureusement,
nous sommes le pays champion pour la consommation du cannabis chez les jeunes. Donc, on doit y trouver des réponses. Et donc, cette question-là C'est doit être une des solutions Vous en posées parlez sur avec la Gérald table pour y Darmanin, répondre. au gouvernement, qui lui est contre la légalisation, Ça, clairement. ça peut arriver qu'on ait des débats entre nous au sein, Voire des désaccords. au sein Enfin, du gouvernement. ou- Des débats. Il y a des Des débats. débats, c'est bien en avec démocratie Gérald d'avoir Darmanin. des débats. Justement, Et on verra pour la suite. pour ou contre le droit de vote des étrangers aux élections locales, vous aviez aussi défendu cette possibilité, que vous étiez à l'époque désolé que François Hollande ne l'ait pas réalisé. Est-ce que vous êtes toujours pour le droit de vote des étrangers aux élections locales? J'ai toujours défendu ça, toujours. Et enfin, pour ou contre un moratoire sur l'installation d'entrepôts Amazon? Ah ben on l'a quasiment fait. Hein. Ah. Ben oui. Donc, Oui, il y aura dans la, plus loi, d'entrepôts Amazon. dans la loi climat et résilience, aujourd'hui, on ne peut plus faire de l'artificialisation comme ça, sans règles. Maintenant, il y a des règles très strictes qui sont faites. Donc il n'y Et, aura plus d'entrepôts Amazon dans ce pays? Il- De nouveaux entrepôts Amazon? évidemment qu'il y aura certainement des nouveaux entrepôts, mais ça ne pourra pas se faire comme ça, n'importe comment, sur des zones agricoles, sans qu'il y ait tout un travail qui soit fait autour. Merci beaucoup Barbara Pompili, c'était votre grand jury. Merci à tous de nous avoir suivis. Très belle semaine, à la semaine prochaine.